On a tous déjà croisé ce genre de personnes, non? Ah ouais, très souvent. Enfin, je veux dire, que ce soit au bureau, dans un open space ou même lors d'un dîner de famille. Le fameux profil qui prend toute la place. Exactement. Le genre de personne qui monopolise systématiquement la conversation. Celle qui ramène chaque sujet, chaque petite anecdote à sa propre expérience. Mhm. Et qui semble, enfin, physiquement incapable de laisser la lumière briller sur quelqu'un d'autre plus de quelques secondes. Ouais, c'est un classique. Et au début, on se dit juste que c'est un peu agaçant, tu vois. C'est ça, on lève les yeux au ciel, on sourit poliment. Mais la vraie question de notre exploration d'aujourd'hui, c'est à quel moment ça bascule? Ouais, à quel moment ça passe d'une simple nuisance à une vraie menace psychologique? C'est exactement ça le but de notre analyse. Déballons tout ça. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut juste prendre toute la place sous les projecteurs parce qu'il a un besoin désespéré d'être vu? Ou, et c'est là que ça fait peur, à quelqu'un qui a secrètement l'intention de détruire les autres acteurs sur scène? Juste pour s'assurer d'être le seul à rester debout, quoi. Ouais, voilà. Mais avant de plonger là-dedans, je crois qu'il faut préciser un truc important. Oui, absolument. Je le dis tout de suite, cette discussion, c'est pas un avis médical. On pose pas de diagnostic psychiatrique ici. D'accord, c'est bien de le rappeler. On va vraiment décortiquer des dynamiques comportementales, mais à partir de données cliniques très sérieuses. Et justement, nos sources d'aujourd'hui, elles viennent d'où? On s'appuie sur les travaux du Centre du bien-être. C'est une structure paramédicale qui est située à Arenton. Ah, Renton. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Rita? Ce qui est super intéressant avec eux, c'est qu'ils bossent tous les jours avec des victimes de traumatismes. Ils utilisent des approches hyper spécifiques, genre le MDR ou le neurofeedback. Ah oui, le MDR. J'en entends de plus en plus parler. C'est le truc avec les yeux, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça utilise des mouvements oculaires pour aider le système nerveux à digérer les souvenirs traumatiques. C'est fou que le cerveau fonctionne comme ça. Grave. Et le neurofeedback, ça entraîne carrément le cerveau à mieux réguler son activité quand il est face au stress. Donc, quand ces experts-là publient une analyse sur les relations toxiques, ils savent vraiment de quoi ils parlent au niveau neurologique. Exactement. Ils comprennent la mécanique du traumatisme. Et dans leurs documents, ils ont isolé 7 critères cliniques précis. 7 critères. Pour faire quoi, du coup? Pour vraiment séparer le pervers narcissique du simple égocentrique. Parce que si on relie cela à une perspective plus large, cette distinction est cruciale pour protéger la santé mentale des gens. Et franchement, il est temps de faire le ménage dans ce vocabulaire. Parce que, tu vois, aujourd'hui, la culture populaire a complètement dilué ces termes. Ah mais totalement. Le mot est balancé à tort et à travers. Ouais, genre un collègue répond pas assez vite à un email, hop, c'est un pervers narcissique. C'est ça. Ou quelqu'un qui poste trop de selfies. Voilà, on l'étiquette narcissique direct. Et cette espèce de psychologie de comptoir, ça nous empêche de voir les vrais dangers. Totalement d'accord. C'est pour ça que le document du centre d'Arenton remonte vraiment aux bases. Donc si on commence par la personnalité narcissique au sens large, on parle de quoi? On parle d'un besoin constant, vraiment excessif, d'admiration. Une conviction de grandiosité, tu vois. Genre, je suis le meilleur, regardez-moi. Ouais. Et surtout, un manque flagrant d'empathie. Mais attention, le narcissisme, cliniquement, ça existe sur un continuum. C'est-à-dire, C'est pas noir ou blanc. non, c'est pas binaire. Avoir quelques traits narcissiques, ça fait pas automatiquement de quelqu'un un malade psychiatrique. D'accord. Chez plein de gens, ces traits ils vont ressortir juste pendant des moments de grande vulnérabilité. Par exemple, après un échec au travail ou une grosse critique. Ah, donc c'est une sorte de mécanisme de défense en fait. Exactement, le cerveau surcompense. Tu te sens fragile, donc tu deviens arrogant pour te protéger. Ok, je vois. Mais alors, le pervers narcissique, le fameux PN dont tout le monde parle, c'est quoi la différence? Là, la structure devient carrément plus sombre. Le PN, il se contente pas de chercher l'admiration. Il fait quoi de plus? Il rajoute une couche de manipulation insidieuse, une domination absolue, et surtout, une volonté active de rabaisser l'autre. Vraiment l'intention de faire du mal, hein. Ouais, chez le PN, il n'y a pas d'empathie, ce qui lui permet de justifier sa cruauté sans ressentir le moindre remords. C'est glaçant. Pour lui, l'autre n'est plus un être humain, c'est juste un objet, un instrument pour nourrir son ego. Donc, si j'essaye de visualiser le truc, le narcissique classique, lui, il veut juste s'asseoir sur le trône et entendre tout le monde l'applaudir. C'est une bonne image, ouais. Mais le pervers narcissique, lui, il veut le trône, il veut les applaudissements, mais il a aussi besoin que tous les autres soient à genoux. C'est exactement ça. Humilié dans la boue, juste pour être sûr de sa supériorité, est incontestable. Voilà, la destruction de l'autre est nécessaire pour son équilibre. Ok, c'est flippant. Mais du coup, où est-ce qu'on place l'égocentrique dans tout ça? Parce que la source le décrit aussi comme quelqu'un centré sur lui-même, qui n'écoute pas. Ouais, en surface, ça se ressemble beaucoup. Les symptômes ont l'air identiques.
Bah oui, on a l'impression de tourner un peu en rond, hein. Sauf que les racines psychologiques sont radicalement différentes. L'égocentrique, en fait, il est juste coincé dans sa propre perspective. Il n'arrive pas à voir plus loin de le bout de son nez. C'est ça, c'est une incapacité cognitive à concevoir que le monde puisse être perçu différemment par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il est comme ça? Les motivations, selon la malice-centre, elles viennent souvent de grosses fragilités. Parfois c'est une enfance où la personne a été complètement ignorée. Ah, donc c'est un besoin d'attention qui date de loin. Ouais, un besoin d'affirmation qui devient pathologique en grandissant. C'est juste une tentative hyper maladroite de crier « Hé, j'existe, regardez-moi !» Et dans l'article, il parle aussi d'anxiété sociale, non? Tout à fait. Chez l'égocentrique, ce flot de paroles continues, c'est souvent un masque. Le silence l'angoisse profondément. Donc il meuble. Il remplit le vide avec le seul sujet qu'il maîtrise vraiment, lui-même. D'accord, je comprends mieux la psychologie derrière. Mais attends, il y a un truc qui cloche là au niveau logique. Ah bon? Quoi donc? Bah, si les deux profils manquent d'empathie, s'ils pensent qu'à eux, et si ils étouffent totalement la conversation, comment on fait la différence dans la vraie vie? C'est la question à 1 million d'euros. Parce que moi, j'ai pas accès au dossier psychiatrique ou à l'enfance du gars en face de moi, tu vois. Bien sûr que non. Pour moi, quelqu'un qui m'écoute pas, bah, c'est quelqu'un qui m'écoute pas. Le résultat est le même. Je me sens ignorée. Ouais, c'est une excellente observation. Et c'est justement là que les comportements prennent tout leur sens. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de l'intention. L'intentionnalité. Le point de bascule absolu, c'est ça. L'égocentrique, il néglige tes besoins par pure inattention, ou parce qu'il ne connaît pas les codes sociaux. Il s'en rend même pas compte, en fait. Non, pas du tout. Il réalise pas que son monologue de 40 minutes sur sa nouvelle voiture, ça saoule tout le monde. D'accord. Et le PN alors? Le PN, lui, il étudie son environnement. C'est conscient. C'est hyper calculé. Il va repérer tes failles, les analyser et s'en servir pour te rabaisser. Ah, donc pour utiliser une métaphore histoire de bien ancrer le truc, l'égocentrique, c'est genre le conducteur un peu distrait? Mhm. Celui qui déboîte sur l'autoroute sans mettre son clignotant, qui te force à freiner brutalement, juste parce qu'il chantait trop fort sur sa musique et qu'il a pas regardé ses rétros. Ouais, c'est dangereux, c'est super chiant. Mais c'est juste de la grosse maladresse. Voilà. Alors que le pervers narcissique, lui, il regarde ta voiture, il donne un coup de volant délibéré pour te pousser dans le fossé. Pour être sûr de gagner la course, oui. Et est accusé de pas savoir conduire. L'image est parfaite. Et cette dernière partie de ton exemple, le fait d'accuser l'autre de l'accident qu'on a soi-même provoqué, ça nous amène direct aux armes de manipulation du PN. L'arsenal toxique dont parlent les experts. Exactement. Des trucs dont l'égocentrique est totalement incapable. Le pire de tous, c'est le gaslighting. Le fameux détournement cognitif, j'en ai entendu parler. C'est ça. C'est pas juste mentir, hein, attention. C'est une technique pour te désorienter. Le PN réécrit l'histoire en permanence. Au point de te faire douter de ta propre mémoire, non? Ouais, de ta mémoire, de ta perception, et au final, carrément de ta santé mentale. C'est fou. Et ce mécanisme, il faut vraiment qu'on s'y attarde parce que ça commence pas du jour au lendemain avec des trucs énormes. Non, c'est toujours par petites touches. Genre un objet déplacé, une conversation qu'on a eue mais qu'il modifie un peu. La phrase typique c'est « bah j'ai jamais dit ça, t'as encore rien compris ». Ou alors, mais tu deviens folle, ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Sur le plan cognitif, c'est comme s'il piratait ton GPS interne. Il change tes coordonnées un petit peu tous les jours et à la fin, tu sais même plus où est le nord. C'est terrifiant, mais c'est ça le but. Créer une dépendance totale en pétant ta boussole interne. Et après, t'as ce qu'on appelle la projection. La projection, c'est quand on rejette ses fautes sur l'autre. Ouais, c'est un mécanisme de défense assez fascinant. Le PN, son cerveau peut pas tolérer l'imperfection, sinon ça casserait son image de Dieu vivant, tu vois. Donc s'il fait un truc mal, il le projette. C'est ça, il l'expulse violemment sur toi. S'il est jaloux maladif, il va t'accuser d'être jalouse. S'il ment tout le temps, il va jurer que c'est toi qui es malhonnête. L'enfer. Et l'article d'Arenton parle aussi d'une tactique d'isolement, la triangulation. Ah oui, la triangulation, l'outil de contrôle par excellence. Parce que bon, manipuler quelqu'un à huis clos, c'est une chose, mais le PN, il veut être sûr que personne d'extérieur vienne tout gâcher. Tout à fait. Un égocentrique, il calcule pas ça, il veut juste qu'on l'écoute. Il va pas monter des plans diaboliques pour que ses amis se détestent. Alors que le PN, oui, il fait comment? Il va introduire une troisième personne dans la relation. Un ex, un collègue, un membre de ta famille. Et il va te comparer à cette personne tout le temps. Ah, pour créer de la compétition. De la compétition, du doute, de la paranoïa, des phrases du genre ton frère, lui au moins il me comprend » ou « mon ex faisait jamais des crises comme ça ». Diviser pour mieux régner, quoi. Exactement. Et surtout t'isoler. En semant la discorde, il s'assure que tu n'as plus d'alliés à qui parler de ce que tu subis. C'est tellement pervers. Mais il y a un dernier critère dans l'article qui est super intéressant. Le test ultime pour différencier les deux. La réaction à la confrontation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets la personne face à ses actes?
C'est là qu'on voit s'il y a une capacité de changement. Si tu dis calmement à un égocentrique que son comportement te blesse, il y a de l'espoir. Il peut réagir normalement. Il peut ressentir de la honte, de l'inconfort, il va peut-être s'excuser, ce sera dur pour lui de changer, mais il peut se remettre en question. D'accord. Et si tu fais ça avec un pervers narcissique? Oula, erreur fatale. Lui, il prend ça comme une attaque mortelle contre son ego. Il est incapable de remise en cause. Il va contre-attaquer. Immédiatement. Il va balancer du gaslighting, de la projection, ou alors, de façon hyper paradoxale, il va se poser en victime absolue. Pour que ce soit toi qui finisses par t'excuser de l'avoir critiqué. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on touche aux vraies conséquences dans la vraie vie. Ouais, parce que l'analyse théorique c'est bien, mais derrière il y a des vies brisées. L'article insiste beaucoup sur l'impact neurologique et tout ça. Les répercussions sont pas du tout sur la même échelle. Avec un égocentrique, c'est juste de l'usure, de la fatigue émotionnelle. Tu sors du repas un peu vidé, frustré. Ouais, t'as l'impression d'avoir été une plante verte, mais ton identité profonde est intacte. Alors qu'avec le pervers narcissique, c'est plus de l'usure. C'est de la démolition contrôlée. Le terme est fort, mais c'est ça. Le rapport parle de stress post-traumatique complexe, des troubles anxieux sévères, parce que la victime est tout le temps en hypervigilance. Elle attend le prochain coup, en fait. Voilà. Il y a de la dépression, une perte totale d'estime de soi, et cette fameuse dépendance émotionnelle terrifiante. Ah oui, l'addiction au manipulateur. Le PN alterne entre la cruauté et des moments de fausse tendresse. Ton cerveau devient accro à ces montagnes russes chimiques. Et c'est là que ça pose un énorme paradoxe, je trouve. Lequel? Partout dans le développement personnel, on nous dit que la clé, c'est la communication, l'honnêteté, la vulnérabilité pour résoudre les conflits. Ouais. Face à un égocentrique, lui dire honnêtement « Je me sens ignoré quand tu parles que de toi », ça peut marcher. Ça fait un électrochoc, oui. Mais faire ça avec un pervers narcissique, c'est la pire idée du siècle. C'est littéralement lui donner les plans de ta forteresse. C'est une erreur tactique qui coûte très cher. La communication ouverte, ça marche que si l'autre a de bonnes intentions. Et le PN, lui, il veut juste le pouvoir. C'est ça. Si tu lui montres tes failles ou ce qui te blesse, tu lui donnes des munitions gratuites, il va viser exactement là la prochaine fois. Donc la stratégie clinique, c'est quoi? On cherche plus à réparer la relation, on cherche juste à se blinder. Exactement. Faut abandonner l'espoir de faire changer. La seule protection, c'est d'établir des limites rigides, totalement imperméables. Mettre beaucoup de distance émotionnelle. Voilà. Faut plus chercher à se justifier. Faut refuser de rentrer dans ces débats sans fin qui servent juste à t'embrouiller. Communication factuelle, zéro émotion. Zéro émotion, oui. C'est le seul moyen de sortir de son emprise. Et le centre d'Arenton parle aussi d'un truc vital, c'est le réseau de soutien externe. Ah oui, hyper important. Vu que ces gens-là modifient la réalité, il faut à tout prix garder un ancrage avec le monde réel. Des amis, la famille, un psy, quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux et dire « Non, ce qui vient de se passer, c'est pas normal. Le réseau agit comme un miroir propre en fait, pas déformant. » C'est ça. Sinon, isolé avec le PN, tu finis par croire à sa version de la réalité. Cultiver son réseau, écouter son corps si tu as toujours un arrière-goût de doute ou de confusion après l'avoir vu, c'est une alarme à prendre au sérieux. Juste agaçant et un vrai danger psychologique, c'est pas le volume sonore ou le temps de parole. Non. C'est le calcul. C'est l'intention de dominer et d'utiliser des armes de destruction massive comme le gaslighting. Tout à fait. J'aime bien cette autre image. Pour faire moderne, l'égocentrique, c'est le gars qui parle trop fort dans son propre micro parce qu'il adore s'entendre. Ouais. Mais le pervers narcissique, lui, s'infiltre dans ta régie, il modifie les câbles de ta table de mixage, il met tes volumes à zéro, il rajoute des bruits parasites. Juste pour te persuader que c'est toi qui deviens sourde et folle. C'est une excellente métaphore. Merci. Comprendre ça, l'intention, ça permet d'arrêter de s'épuiser pour rien. On ne peut pas réparer quelqu'un qui veut te détruire. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle, clairement. Mais avant de se quitter, les sources nous laissent sur une dernière pensée. Et elle est assez provocatrice d'ailleurs. Très. L'égocentrisme, on a vu que ça vient souvent d'une anxiété sociale ou d'un gros besoin de validation. Oui, Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la mise en scène de soi est devenue la norme. On récompense tout le monde avec des likes immédiats. et la question, c'est de savoir si on n'est pas en train de créer des monstres. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'habituer toute une génération à mimer les codes de la perversion narcissique? C'est super intéressant. Alors qu'au fond, derrière ces faux airs grandioses virtuels, ce sont peut-être juste de simples égocentriques, totalement terrorisés à l'idée de passer inaperçus. C'est une réflexion fascinante à garder en tête pour nos prochaines interactions. Que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, il faut toujours garder l'esprit critique et préserver sa propre réalité.
Merci de m'avoir accompagné sur ce sujet. On se retrouve très vite pour une nouvelle